Face à la mort, pourquoi écrire? C'est la question qui hante ce condamné. On va suivre son combat intérieur, son cheminement. Comment passe-t-on du silence absolu de la cellule à cette urgence, ce besoin de laisser une trace? C'est ce qu'on va explorer ensemble, ce voyage du vide, à la quête de sens. Voilà, tout part de là, de cette question fondamentale. Quand tout est sur le point de s'arrêter, quel sens peuvent bien avoir les mots? On sent bien que le narrateur est paralysé par ce dilemme. L'écriture a-t-elle encore un pouvoir face au silence éternel qui l'attend? Son monde s'est complètement rétréci. Il se résume à ça. 4 murs de pierre et une seule, unique idée qui dévore toutes les autres. La mort. Il est emprisonné, bien sûr, physiquement, mais il est surtout prisonnier dans sa tête, dans un dialogue sans fin avec sa propre fin. Et là, c'est le doute. Le doute qui le ronge. À quoi bon, franchement? Il se voit comme une coquille vide. Puisqu'il n'a plus rien à faire dans ce monde, que pourrait-il bien avoir à dire? Il est persuadé que son esprit, qu'il décrit lui-même comme flétri et vide, est incapable de produire la moindre pensée qui vale quelque chose. Et puis, d'un coup, c'est le déclic. Le narrateur réalise quelque chose d'absolument essentiel. Si son monde extérieur est figé, monotone, sans aucun horizon, eh bien son monde intérieur, lui, c'est tout l'inverse. C'est une tempête, un chaos de sentiments, une véritable tragédie qui se joue en lui, à chaque instant. Et là, tout s'éclaire. Son sujet, il n'a pas à le chercher dehors, il est juste là, en lui. Ce sont ses angoisses, ses terreurs, toutes les tortures mentales qu'il subit jour après jour. Il comprend soudain que cette souffrance, c'est une matière incroyablement riche à explorer. L'hésitation est vaincue. Il a trouvé quoi écrire. Son premier objectif est donc pour lui-même. On pourrait dire qu'il est égoïste, mais dans le bon sens du terme. C'est un acte de survie mentale. Il se dit que, pour moins souffrir, il doit observer sa propre souffrance, comme la mettre à distance. Et l'écriture, eh bien, ça devient une sorte de thérapie, une façon de se distraire de sa propre agonie en la décrivant. Mais très vite, une autre pensée commence à germer, une pensée plus grande. Et si Et si cet acte d'écriture, qui était au départ juste pour lui, pouvait en fait servir à quelque chose? Et si ce journal intime de sa souffrance pouvait avoir un impact bien au-delà des murs de sa cellule? Voilà son deuxième objectif, et celui-là, il est beaucoup plus ambitieux. Il ne s'agit plus de se sauver soi-même, mais d'éduquer les autres. Et pas n'importe qui, ceux-là même qui l'ont condamné. Il imagine son témoignage comme une leçon destinée aux juges, au système judiciaire tout entier. Mais quelle forme prendrait cette leçon? Ce n'est pas un plaidoyer, ce n'est pas une demande de grâce, non. C'est quelque chose de bien plus froid, presque clinique, une autopsie intellectuelle. Son but, c'est de documenter, de manière quasi scientifique, la lente désintégration d'un esprit face à une sentence de mort. Et c'est là qu'on touche au cœur de sa critique. D'un côté, il y a la vision du système. Pour la justice, la mort, c'est une formalité, une formule expéditive. Et de l'autre, il y a la réalité du condamné, une lente succession de tortures. C'est ce décalage terrible qu'il dénonce entre l'acte mécanique et la souffrance psychologique invisible que ça engendre. Sa question est à la fois simple et dévastatrice. Il demande en gros, en le condamnant, les juges ont-ils seulement pensé une seconde qu'il détruisait non pas juste un corps, mais une intelligence, une âme, une conscience qui n'était absolument pas préparée à être anéantie de cette manière. C'est un cri contre la déshumanisation de tout le processus. Et pour lui, tout se résume à cette image terrible. Pour le système, la mort, ce n'est rien de plus qu'un mécanisme abstrait. La chute verticale d'un couteau. Toute la complexité humaine, toute la souffrance intérieure du condamné, tout ça est balayé, réduit à un simple geste technique, froid. Voici donc son espoir ultime, le vrai but de ses testaments. Il espère que son témoignage, ce récit d'une agonie mentale, pourra peut-être un jour rendre la main des juges moins légère, qu'il sèmera le doute, l'hésitation, avant qu'il ne condamne un autre être humain à la mort. Et pourtant, après avoir construit tout cet espoir, le doute revient et il est poignant. Il a cette image terrible de ces pages, de ces témoins de sa souffrance, qui finissent juste balayés par le vent dans la cour, tachés de boue, perdus à jamais. Et du coup, la question finale reste là, en suspens. Est-ce que son message atteindra un jour sa cible, ou est-ce qu'il se perdra tout simplement dans l'indifférence du monde?